Le gouvernement a annoncé enfin l'élargissement des contrôles d'honorabilité pour travailler au contact d'enfants et de personnes vulnérables. Oui, une surprise, parce qu'on s'attendait quand même à ce que le gouvernement réagisse depuis les affaires dans le périscolaire, surtout qui bousculent la ville de Paris. Eh bien là, l'exécutif a pris le taureau par les cornes et le gouvernement a annoncé l'élargissement des contrôles d'honorabilité pour travailler au contact d'enfants et de personnes vulnérables. Les personnes avec antécédents judiciaires, mineurs y compris, eh bien devront passer un test d'honorabilité dans des conditions très strictes. Tout va être surveillé, le passé. Alors si vous avez une activité, si vous avez eu le moindre doute, s'il y a eu un dossier sur cette personne, eh bien sachez que vous serez contrôlé. C'est une mesure juste. Alors ça grince un peu parce que le cadre est élargi à des gens donc qui ont juste peut-être eu un problème. Enfin, tous les signalements devront être... Et surtout, il va y avoir comparaison des fichiers du ministère de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Toute personne qui aurait eu, ne serait-ce qu'un signalement, un petit souci, sera tout de suite mis de côté. Mais il serait temps, oui. On prend des précautions. J'allais dire, on ratisse large, mais vu la tragédie, vu l'ampleur du problème, il était normal que l'exécutif, que le gouvernement s'empare de ce dossier et prenne les mesures adéquates. On ne peut que saluer cette courageuse initiative. Espérons qu'elle sera suivie des faits. La chef des écolos, Marine Tondelier, qui concourt à la primaire de la gauche et des écologistes, a réuni mardi une vingtaine d'enfants âgés de 4 à 15 ans, un peu tôt pour faire de la politique. Et pourtant, Perico. La chef des écologistes, Marine Tondelier, a proposé mardi la création d'une assemblée nationale des enfants lors d'une réunion réservée aux moins de 15 ans. C'est dans le cadre de sa campagne présidentielle 2027, et elle place l'enfant au cœur de son programme. Marine Tondelier, qui concourt à la primaire de la gauche et des écologistes prévue le 11 octobre, a réuni en son siège des enfants. Donc elle a lancé ça. Elle a même proposé de baisser l'âge électoral, donc la majorité, à l'âge de 16 ans. Et donc elle considère un peu comme les pédagogues, le maître doit apprendre de l'enfant. Et bien là, il faut que les enfants aient leur mot à dire sur la politique, sur les sujets de société. Elle en a interrogé certains. Elle a refusé d'aborder le sujet de la maltraitance de l'enfant, considérant que les petites têtes blondes et pas blondes et moins blondes, peu importe, n'étaient pas à hauteur. Mais là, elle pense qu'il faudra aujourd'hui, vu les dissensions qu'il y a dans cette société, les injustices, les discriminations qu'il peut y avoir d'une génération à l'autre, eh bien il faudra consulter les enfants pour dans les grandes orientations du pays. Il faut entendre des enfants de moins de 16 ans donner leur avis sur la façon dont il faut gérer ce pays et leur confier une partie de la République. C'est totalement stupéfiant, c'est d'une démagogie sans nom. Je pense que les enfants sont toujours consultés par les parents quand on a envie d'avoir de leur avis, mais de là à ce qu'on leur donne la sensation qu'ils ont un mot à dire dans la direction du pays, c'est catastrophique. L'école n'est pas là pour appliquer la démocratie aux enfants, elle est là pour leur apprendre ce qu'est la démocratie. Voilà. Et donc là, si on dit un parlement des enfants qui sera consulté, évidemment, il y aura le Conseil constitutionnel et puis le parlement des enfants. Ah, mais j'imagine donc quand il faudra faire des lois un peu douloureuses et courageuses. La gueule des débats à l'Assemblée nationale des enfants. S'il y a du fast-food et du soda sucré, je pense que ça se passera beaucoup plus facilement. Vous vous souvenez sans doute de Barbara Bush qui trônait à la table messianique des Jeux Olympiques lors de la cérémonie d'ouverture. Elle avait été la cible de railleries et d'attaques de la part de la droite et de l'extrême droite. Eh bien aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui la chahute. Eh ben oui, elle a eu le malheur. Alors après avoir été fustigée par l'extrême droite parce qu'elle avait pris des positions... On va considérer qu'elle disait que c'était humaniste. Là, elle a eu le malheur de soutenir une pétition sur ce qui se passe en Israël. Contre l'antisémitisme. Contre l'antisémitisme. Voilà, cette campagne, cet antisémitisme qui a explosé depuis le 7 octobre 2023. Et donc elle se prend une bordée d'injures, y compris allusion à sa conformation physique. Sa réalité, c'est d'une violence. Ça fait penser vraiment à une espèce de dialectique un peu fasciste. Bon, donc elle n'a pas échappé. Donc la preuve qu'elle doit être un peu dans le juste milieu, puisqu'elle s'en prend de tous les côtés. C'est toujours bon signe quand on est attaqué de part et d'autre. Le style, la nature des insultes est absolument abjecte. L'auteur du meurtre d'Alban Gervaise, vous savez, à Marseille, cet homme qui avait été poignardé, et on avait des doutes parce que l'homme avait été celui qui l'avait poignardé avait été un peu considéré comme une déficience mentale, eh bien a obtenu justement à ce titre un assouplissement de sa peine. Le meurtrier d'Alban Gervaise, ce père de famille, médecin militaire égorgé devant l'école de ses enfants à Marseille en 2022, avait été déclaré effectivement pénalement irresponsable en raison de troubles psychiatriques. Eh bien, figurez-vous qu'il va pouvoir
quitter dans les prochains jours le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte. Concrètement, Mohamed sera pris en charge en hôpital de jour du lundi au vendredi avant de pouvoir regagner son domicile chaque soir et les week-ends chez ses parents a priori. Son suivi médical restera obligatoire dans le cadre de cette nouvelle prise en charge, mais comme vous pouvez l'imaginer, cette décision est incomprise du côté des proches d'Alban Gervaise. Son épouse Christelle a déclaré ressentir un profond sentiment de colère, d'injustice, de tristesse et surtout d'inquiétude. Après avoir appris la sortie progressive du cadre hospitalier strict, je vous propose de l'écouter. Elle était ce matin l'invitée de BFM TV. Vous avez sans doute déjà dit par écrit à Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. J'ai envie de dire qu'on entend beaucoup en ce moment parler des victimes, mais en fait moi j'aimerais vraiment voir des actes. Déjà je trouve que son silence depuis bien de temps 2022, parce que j'avais interpellé déjà à l'époque où il était ministre de l'Intérieur par rapport au dossier policier, je pense que c'est inacceptable. Enfin, par respect il aurait dû au moins me répondre à minima. Et je lui demande vraiment d'avoir ce courage en fait de lancer le débat sur les responsabilités pénales. C'est un sujet qui est difficile, hein, vraiment, qui est à la limite du médical et du judiciaire. Je suis médecin de formation moi-même, je sais très bien que c'est un sujet difficile, mais je pense qu'il faut qu'il ait le courage de le faire parce que c'est insupportable en fait de voir à quel point nous, familles de victimes, nous souffrons. Et j'échange avec vraiment beaucoup de familles de victimes. Voilà, c'était la femme d'Alban Gervaise qui s'est exprimée ce matin sur BFM TV et qui interpellait le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. On imagine la détresse de cette femme, l'atrocité du crime dans les conditions où ça s'est passé. Et on ne comprend pas cette décision. Et là, et c'est vrai que, alors on se plaint beaucoup contre l'inéligibilité d'hommes politiques qui sont condamnés ou de femmes politiques. Et là, on décrète que non, il n'était pas responsable parce que, alors, on ne conteste pas le fait qu'il y ait effectivement des pathologies qui justifient ça. Est-ce que ça a bien été fait dans les bonnes conditions? Et qu'est-ce que l'on réserve comme traitement à la famille des victimes? Qu'est-ce qu'on leur dit? T'as que tes yeux pour pleurer. Bah oui. Ton mari a été assassiné dans des conditions épouvantables. Voilà. Et donc justice ne sera jamais vraiment rendue. Et puis voilà, il y a des gens dans la rue qui circulent avec des gens dangereux. Et puis oui, mais comme il a un petit pet au casque, ça n'ira pas plus loin. Je trouve ça absolument terrifiant et ça ne va pas dans le sens de l'apaisement ni de la confiance des citoyens envers la justice et envers la police qui font leur boulot comme il faut. Mais là, voilà, les responsabilités pénales, je pense que c'est un sujet qu'il faudra revoir. Rima Hassan a rendu visite à un détenu incarcéré pour terrorisme à la prison d'Osny dans le cadre d'une visite parlementaire et ça passe moyen. Oui, Maud, c'était à la Pentecôte, elle n'était pas seule, avec Gabriel Catala, Thomas Porte et Rima Hassan, accompagnés de députée écologiste Sabrina Sebaï, ont exercé à la maison d'arrêt d'Osny, dans le Val d'Oise, leur droit de visite des lieux de privation de liberté, prérogative attachée à leur mandat parlementaire. Si cette visite a été rendue publique par les élus eux-mêmes, la nature des charges pesant sur les détenus qui sont venus voir est pas mentionnée. Il s'agit d'un détenu palestinien d'origine ressortissant palestinien qui s'appelle Ali, défendu par maître Raphaël Knopf. Et évidemment, Rima Hassan considère que il a perdu son statut de réfugié politique parce que il est accusé de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise. Il est mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Par conséquent, il est détenu dans des conditions très précises dans le quartier d'évaluation de la radicalisation de Vendin-le-Vieil où il était. Donc c'est quelqu'un qui est considéré comme dangereux et elle va le visiter comme s'il était victime de la justice française, victime d'une injustice. C'est son droit et c'est très bien que les parlementaires aillent visiter et les prisonniers, les détenus ont droit d'avoir des visites parlementaires parce que tous les cas sont à prendre en considération. C'est le fait qu'elle ait occulté la personnalité de ce mise en examen et ensuite la façon dont elle et l'avocat présentent cet homme comme une victime d'un État quasiment totalitaire. Il n'y a pas le mot fascisme, enfin ça s'y est presque, voilà. Donc la victime c'est lui et les salauds ce sont ceux qui l'ont mis en prison, qui le maintiennent en prison, à la prison d'Osny. Chacun jugera selon sa conscience. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes se revendiquent Terrien. Alors, j'ai vu la photo, j'ai eu peur. Je pensais que vous vouliez me mettre un masque de Terrien. Ça va pas tarder. Ils se déguisent en animaux, c'est ça? Il y a ceux qui se sentent radiateurs ascendantables et puis il y a les Terriens, ces jeunes gens qui se sentent animal. Ça peut prêter à rire. Personnellement, je trouve ça grotesque, mais ça prend de l'ampleur. Sur TikTok, par exemple, le hashtag Terrien a atteint les 1,8 million de publications avec des vidéos de jeunes déguisés en chat, en chien ou en renard. Un phénomène encore marginal, mais qui inquiète pourtant l'ordre des médecins vétérinaires. Et d'ailleurs, l'ordre des médecins vétérinaires portugais a été contraint d'annoncer qu'il ne soignerait pas les Terriens, une sortie plutôt surprenante qui va de soi. Mais aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien, donc ça va toujours mieux en le disant. Vous vous sentez plutôt quoi, vous, Perico, là? Alors moi, je me sens
cuisse de cochon version jambon. Ascendant Ah jambon. oui, d'accord, carrément, direct. Ok. Oui, bah écoutez, si on a la possibilité, je vais pas me gêner. Hein. Ascendant sauce barbecue. Ah, C'est bien. Je peux vous faire œuf d'esturgeon ascendant caviar, si vous voulez, mais ça va me coûter Oh plus là cher, là. cette affaire. Bon, allez, on termine avec l'anniversaire de la disparition d'un humoriste péricot. Je vous propose d'écouter l'extrait de l'un de ses sketchs les plus connus. Il faut l'imaginer dansant avec une femme qui s'en passerait bien. Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche. Bon, Il y a je pas vais longtemps, je me laisser. suis coltiné une géante. Guy Bedos. Avec son comment s'appelle cette danse hein C'est un slow, enfin c'est quelque chose de slow, voilà, c'est quand on frotte, serré, Voilà. qui nous a quitté le 28 mai 2020. Et ce sketch, c'est la drague avec Sophie Daumier. Daumier, oh là là. Daumier, pardon, Sophie excusez-moi, Daumier. n'importe quoi. Un sketch sûr. qui n'aurait plus sa place aujourd'hui, vous l'imaginez bien, parce Non. qu'à la fin, Bedos l'embrasse de force, et même si c'est de l'humour, vous imaginez bien que ça poserait un problème de morale et de mauvaise influence sur la société et sur les jeunes. Bah, vous m'avez rajeuni là. toujours, tous les jours, Perico, je suis là pour ça. Je vais aller jardiner. Allez, on va parler d'un sujet bien plus grave qu'on a commencé à évoquer déjà en début d'émission, les nombres de signalements de disparition de mineurs qui progressent, qui augmentent gravement. On en parlera dans un instant avec le porte-parole de la Fondation Droits d'enfance. N'hésitez pas à nous donner vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite.